Professeur Stéphane Larrey est chirurgien urologue, chef de service d'urologie au CHU de Reims en France et chef du pôle interventionnel au niveau du CHU de Reims. Et il nous a aidé énormément dans la réalisation de la première greffe rénale de notre CHU. Monsieur Larrey, on vous remercie énormément et je vous donne la parole. Je voudrais tout d'abord vous remercier la faculté, avec le professeur Azouzi en particulier, qui a le plaisir de rencontrer cette semaine. Professeur Daoudi aussi, qui nous a fait un accueil très chaleureux. Et puis bien sûr toi Ali, qui a été vraiment un grand plaisir de faire ta connaissance, et surtout un grand merci pour m'avoir invité à participer à cette journée. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec des urologues et d'autres médecins, des oncologues, des radiothérapeutes qui ont une pratique différente parce que l'environnement est différent, les patients sont différents. Donc merci beaucoup pour cette invitation. Alors je crois comme on dit ici, Bismillah al-Rahman al-Rahim, quelque chose comme ça. Donc aujourd'hui je vais aborder une partie difficile du cancer de la prostate, puisqu'il est à cheval entre le cancer localisé qu'on peut guérir et le cancer métastatique, dont vous savez qu'on ne peut pas guérir. Et entre les deux, il y a le cancer qui infiltre localement, donc en partie les aires ganglionnaires. Donc c'est un sujet intéressant parce que comme c'est toutes les frontières, elles sont toujours un peu floues, et donc on va essayer de les rendre un peu moins floues. Alors, la difficulté, c'est qu'on connaît globalement, comme je vous disais, il y a à droite, le cancer localisé, le T2, globalement, celui-là on le guérit, c'est le cancer restant dans la prostate. Et puis le métastatique, on ne peut pas guérir, entre les deux, le localement avancé. Alors comment on fait pour finalement savoir où on est et en pratique, l'utilisation habituelle, c'est d'utiliser la classification de D'Amico, je pense que vous connaissez, où on va prendre en compte le PSA, on va prendre le toucher rectal, le score de Gleason sur les biopsies, pour essayer de classer en trois catégories. À faible risque, donc D'Amico 1, risque intermédiaire ou risque élevé. Et puis en fonction de ces stades, c'est un bilan d'extension qui va permettre d'en savoir un petit peu plus pour mieux classer les pathologies. Et ce bilan d'extension, il va être local, c'est globalement l'IRM. Ça va intéresser surtout le chirurgien pour voir si chirurgicalement ça paraît raisonnable d'envisager une chirurgie sur le plan technique lorsqu'elle est indiquée. Et puis c'est surtout une évaluation pelvienne. Et donc là, l'IRM et le scanner sont deux outils intéressants. Et puis, vous savez, l'extension habituelle, c'est globalement la scintigraphie osseuse. Donc, si pose une petit QCM, c'est toujours sympathique de se tester un petit peu. Donc voilà, sur toutes ces propositions, lesquelles vous retiendriez. Alors je vois que vous n'avez pas les chiffres, alors c'est dans l'ordre, 1, 2, 3 jusqu'à 6. Donc dans quel cas un bilan d'extension est indiqué? Donc est-ce que vous le feriez dans tous les cas, c'est-à-dire tous les D'Amico, toujours lorsque le PSA est supérieur à 10, ça correspond globalement aux formes intermédiaires et élevées dans cette définition, toujours lorsque le Gleason est supérieur à 6, pas pour les Gleason 3+4, en cas de T2B au toucher rectal, ou seulement si cela influence la stratégie. Voilà, je vous laisse un petit peu réfléchir comme ça. Donc on est un peu nombreux pour interagir, c'est un peu plus difficile. Et globalement, c'est pas tous les intermédiaires où il y a un intérêt finalement. Donc D'Amico, il n'y a pas d'intérêt à un bilan d'extension globalement. Alors en pratique, le bilan local, en revanche, personnellement, je le pratique toujours. Ça nous apporte de plus en plus l'IRM, donc c'est pas le sujet aujourd'hui. En revanche, sur les formes intermédiaires, globalement, ça dépend de la probabilité qu'il y ait quelque chose sur les examens. Donc quand c'est moins de 5%, on considère que c'est pas la peine de faire un bilan d'extension. Et donc, sur les formes intermédiaires, peu agressives, avec un Gleason 7, mais une forme de grade 3 prédominante, on peut se passer d'un bilan d'extension. Le T2B, c'est la définition du D'Amico 3, enfin une partie de la définition, donc forcément on le fait. Et ça c'est aussi important, ça va dépendre s'il y a derrière une prise en charge particulière qui peut être envisagée. Ça n'a pas de sens pour des patients âgés chez lesquels le traitement local n'a pas d'intérêt. Donc ça c'est reflété globalement par les recommandations.
Alors, première chose, c'est le diagnostic d'une maladie ganglionnaire, hein, un envahissement ganglionnaire. Donc globalement, les critères sont bien définis. Hein. On considère que ce soit par scanner ou par IRM, c'est exactement la même valeur, hein, puisqu'on globalement s'intéresse à la taille des ganglions et puis leur forme. Donc tout ce qui est ganglion en regard des axes iliaques externes, c'est-à-dire en dessous de l'iliaque primitive, à partir de 8 mm, on considère qu'ils sont suspects. Donc on va les considérer cliniquement N+, c'est-à-dire CN+. Donc c'est important ces subtilités parce qu'on définit dans cette catégorie-là ceux qui sont visibles de ceux qui ne le sont pas, c'est-à-dire qui vont être N+, sur l'anapath du curage. Hein, c'est deux catégories différentes et on va aborder les deux, c'est-à-dire ce qu'on fait lorsque, après la prostatectomie, on trouve des ganglions positifs, alors qu'il n'y avait rien avant de visible, et puis le cas où, avant de décider du traitement, il y a des ganglions qui sont de taille anormale. Donc c'est 8 mm sur les axes iliaques externes et c'est 10 mm au-dessus, c'est-à-dire pour les iliaques internes, voire au-delà. Alors au-delà, on considère qu'en dehors de la région pelvienne, on n'est plus dans du N+. Hein, quand il y a des ganglions envahis, on est dans du métastatique. On est dans le M1A, hein, le M1B étant métastase osseuse ou viscérale. Donc dès qu'il y a des ganglions au niveau de l'aorte, on n'est déjà plus dans cette catégorie-là. Donc on n'est pas dans la définition qu'on aborde aujourd'hui. Alors il y a le TEP à la colline. Hein, donc je ne sais pas si l'accès est facile partout au Maroc. Je suppose qu'il y a du TEP à la colline, mais j'ai bien compris, il n'y en a pas à Oujda. Donc je suppose qu'il n'y en a pas dans d'autres endroits également. Mais globalement, c'est pas très grave puisqu'aujourd'hui on considère que c'est pas dans la pratique de l'utiliser de façon systématique. C'est des cas un peu particuliers. Donc il y a beaucoup de faux positifs sur des petits ganglions qui vont plus gêner qu'autre chose. Donc aujourd'hui on ne fait pas le TEP à la colline dans le bilan d'extension. Et puis il y a un autre TEP, hein, le PSMA, qui est en train d'évoluer, qui est prometteur, mais là c'est pareil, l'accessibilité est limitée, en France en particulier, hein, et c'est plus cher, donc bon, voilà. Donc globalement, on voit ces deux examens, ça donne quoi en termes de performance? Le scanner comme l'IRM, je vous ai dit, sont équivalents. Une sensibilité que de 40%, ça veut dire qu'on rate 60% des métastases ganglionnaires. Donc, on va avoir beaucoup de patients qui vont être PN+, en ayant été CN0. La spécificité n'est pas très bonne aussi, hein, c'est parce qu'un ganglion est gros qu'il est envahi. Et là, c'est l'intérêt d'avoir un ganglion qui est plutôt rond, plutôt en faveur du métastase, ovale, c'est la forme normale, et pareil, s'il a un centre clair, nécrotique, c'est plus en faveur d'un envahissement ganglionnaire. Donc voilà, ça c'était quelques précisions sur l'envahissement ganglionnaire, et puis pour les métastases osseuses, là c'est pas le sujet aujourd'hui, mais évidemment on parle des patients qui sont M0, et donc c'est la scintigraphie qui reste le gold standard, même si l'IRM corps entier ou le TEP à la colline donnent des résultats intéressants. Alors, première partie, c'est j'ai fait une prostatectomie radicale et le curage retrouve des ganglions. Alors, il y a un petit mot quand même à avoir, c'est que un curage aujourd'hui, il n'y a de la place que pour des curages étendus. Hein, le curage étendu, globalement, c'est à partir des formes intermédiaires, hein, d'Amico 2, et on ne fait que des curages étendus, c'est-à-dire qui remontent jusqu'à la bifurcation iliaque, hein, même un petit peu au-dessus, et qui vont surtout prendre, en plus des aires habituelles, c'est-à-dire obturatrices globalement, et bien surtout les aires iliaques internes, qui là vont retrouver jusqu'à 30% de ganglions en plus. Donc si on veut une bonne stadification, il faut intégrer systématiquement un curage étendu lorsque le curage est indiqué. Pour le d'Amico 1, le curage n'est pas indiqué, puisque la probabilité est très faible de trouver quelque chose. Donc dans ces cas-là, on ne fait pas, mais il faut faire ce curage étendu. Ça a un impact pronostic, ça c'est certain, ça va permettre justement de guider la suite en cas d'envahissement ganglionnaire. Donc c'est pour ça que c'est important, et il y a aussi des études qui suggèrent qu'il pourrait y avoir un effet thérapeutique, mais il est très limité, beaucoup moins évident que pour la vessie, dont vous allez parler juste après. Donc globalement, c'est à peu près 10%, alors ça c'est plutôt le données occidentales, j'ai envie de dire. Je pense qu'au Maroc, où vous avez été encore assez récemment, surtout sur des diagnostics de maladies plutôt métastatiques, avec une évolution récemment et développement du PSA, avec de plus en plus de patients localisés. Donc je suppose que vous êtes quelque part entre ça et le M+ systématique, mais globalement on a à peu près 10% des prostatectomies qui ont un envahissement ganglionnaire, et que
classiquement, lorsqu'il y a un envahissement ganglionnaire, le traitement est considéré, historiquement en tout cas, comme une maladie métastatique qui n'a pas de place pour un traitement local. Donc là, on va voir où est la place du traitement local éventuellement. Ça c'est l'histoire naturelle, c'est à peu près 10% des prostatectomies et c'est globalement assez peu de récidives locales. C'est-à-dire au niveau de la loge de prostatectomie, à peu près 17%, c'est pas énorme. Par contre, envahissement ganglionnaire secondaire, voire métastatique, c'est plus de la moitié des cas. Donc peu de récidives locales, plutôt des récidives à distance. Le pronostic, c'est très difficile de donner le pronostic parce qu'on n'a pas de données d'histoire naturelle, c'est-à-dire prostatectomie, curage, N+, et là, on surveille, on fait rien. On l'a pour la prostatectomie tout court, versus pas de traitement, mais pour là, on l'a pas. Donc il y a toujours souvent une forme de traitement associée, classiquement l'hormonothérapie, mais il y en a d'autres, comme la radiothérapie. Et globalement, à 5 ans, ce qui est assez court, on voit que les résultats sont pas si mauvais, 80% de survie spécifique, mais en revanche, si on regarde la survie sans récidive biologique, c'est le graphique qui est en dessous, sans traitement adjuvant, eh bien on voit que à 10 ans, c'est moins de 30% des patients qui n'ont pas de récidive biologique. Donc globalement, on peut penser que sur ces données-là, il y a à peu près 30% des patients à qui on aura fait un curage envahi qui sera quand même guéri. Donc ça veut dire qu'il y a une place pour la guérison grâce au curage et à la chirurgie ou d'autres traitements. Mais c'est peu. Et donc, de ce fait, c'est important de considérer un traitement adjuvant associé dans cette forme de pathologie. Alors, dans quel cas ça va être intéressant de rajouter le traitement? Quels sont les éléments qui jouent sur le pronostic? Il y en a plusieurs. Et globalement, comme un peu dans tous les cancers, c'est la masse métastatique ganglionnaire qui va avoir un rôle important. Et comment on la mesure? Alors déjà, on la mesure mieux si on a fait un curage étendu qu'un curage limité. Donc ça, c'est un premier point. Donc ça, c'est un facteur qui dépend du chirurgien. Ensuite, il y a des facteurs qui dépendent de l'anapathe et du chirurgien. Si vous donnez tous les ganglions dans un seul pot à l'anapathe, il en trouvera moins de ganglions et de ganglions envahis que si vous séparez chaque zone. C'est-à-dire la zone obturatrice, iliaque externe, etc. Donc si on conseille d'envoyer les ganglions en pots séparés pour avoir une analyse de chaque zone. Sur le plan anatomopathologique, ensuite, c'est le nombre de ganglions prélevés qui est une estimation de la qualité du curage. Mais c'est une mauvaise estimation. Elle est mieux que rien, mais on sait que d'un patient à l'autre, on peut avoir entre 10 et 50 ganglions anatomiquement. C'est-à-dire qu'il y a des patients, ils n'auront que 10 ganglions. Si on a tout enlevé, on pourra trouver que 10 et d'autres 50. Donc si on considère juste le seuil de curage qualitatif, on considère que ce seuil, c'est plus de 10 ganglions. Si vous n'avez pas retiré 10 ganglions, au moins, on considère que votre curage est suboptimal. Donc c'est important de regarder dans l'anapathe, quand on discute le dossier après, combien de ganglions ont été retirés. Si j'en ai moins de 10, bien probablement que le curage n'est pas aussi complet qu'il aurait pu l'être. Maintenant, le deuxième élément qui est important, c'est combien de ganglions sont envahis. Plus il y en a, plus on imagine que quand vous avez 3 à 4 ganglions, il est beaucoup plus probable qu'il y en ait un 5e qui soit envahi, en particulier un ganglion qui est suspelvien. Donc ce qui nous intéresse ici, en fait, c'est les micro-envahissements, c'est-à-dire un ou deux ganglions affectés. Là, on est dans une maladie où peut-être que ça aura suffi d'enlever ces métastases ganglionnaires. Vous voyez, donc probablement qu'il y en a d'autres ailleurs, et c'est le plus souvent comme ça, mais quand vous en avez que 1 ou 2, il y a une plus grande probabilité que votre traitement local soit efficace. Et puis le dernier, c'est quel traitement vous allez rajouter par-dessus. L'hormonothérapie ou la radiothérapie sont 2 éléments à considérer. Donc vous voyez ici en bas, si vous avez un ganglion positif, le risque de décès du patient, il augmente de 50%, fois 1,5. En revanche, si vous avez plus de 1 ganglion envahi, le risque augmente, il est multiplié par 6. Donc vous voyez que le risque de décès, le seuil de 1 à 2 ganglions, c'est un seuil important. Et globalement, on peut considérer qu'au-delà de 2 ganglions, on est quasiment dans l'équivalent d'une maladie métastatique précoce. Alors, quelles sont les options possibles? Au moment de la discussion de ce cas, on peut décider juste de surveiller. Voilà, c'est une discussion. L'hormonothérapie adjuvante, et on va voir est-ce qu'il faut la faire tout de suite ou attendre. La radiothérapie,
qu'est-ce que ça apporte? Et puis la chimiothérapie ou les nouvelles hormonothérapies, est-ce qu'il y a un intérêt? Voilà les questions qu'on peut se poser. Alors la surveillance, globalement, à 15 ans, donc je vous ai parlé tout à l'heure de moins de 30% de récidive biologique à 10 ans, mais si on va jusqu'à 15 ans, vous voyez, c'est moins de 20%. Ça veut dire que le curage seul, c'est pas suffisant. On ne peut pas se baser là-dessus. Donc, il faut proposer autre chose. Alors, ce qui a été proposé de façon prédominante, c'est l'hormonothérapie. C'est le traitement de la maladie métastatique, après tout. Ce traitement hormonal, dans le cadre du PN+, donc anatomopathologique, cette étude de 3400 patients, c'est rétrospectif, prostatectomie, curage, et sur ces 3400 patients, quasiment 300 patients avaient un envahissement ganglionnaire. Et ils ont eu une hormonothérapie immédiate. Sur ces données rétrospectives, on a comparé ces 300 patients aux 3000 patients qui n'avaient pas d'envahissement ganglionnaire. Donc c'est les courbes que vous voyez là, avec ici 0, c'est PN0, pas de un ganglion envahi, la ligne en dessous, 2 et 3 et plus, ce que vous voyez là-dessus. Et donc qu'est-ce qu'on constate? On constate que quand on démarre un traitement hormonal immédiatement, eh bien à 10 ans, globalement, s'il y a un ganglion envahi, on a quasiment les mêmes résultats que les patients qui n'ont pas de ganglion envahi. Donc c'est plutôt bon comme pronostic. Si vous avez 2 ganglions, voire plus, vous voyez, ça se dégrade, mais c'est pas si mal, puisque vous voyez qu'à 10 ans, on est, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, à peu près à 80% de survie spécifique. Donc ça, c'est un premier élément, historiquement, pour dire, oui, il y a une place, un intérêt à faire un traitement hormonal immédiat. À ce propos, ce qui est intéressant sur cette approche-là, c'est que les études historiques sur l'intérêt sur la survie du traitement hormonal des patients métastatiques, c'est-à-dire des formes plus avancées, eh bien, il n'y a pas d'essai qui a montré un gain en survie globale. Ils ont montré des intérêts en qualité de vie, en progression, c'est mieux pour les patients, ça change leur vie, ça change les douleurs, mais sur la survie globale, ça n'a pas été montré. Par contre, si on est au stade N+, on voit que l'hormonothérapie a toute sa force. Je vous donne un autre exemple, c'est l'essai BOLA. Je sais qu'il y a des radiothérapeutes ici. L'essai de BOLA dans les d'Amico 3, où on associe de l'hormonothérapie 3 ans à une radiothérapie, montre un gain de survie majeur par rapport à l'absence d'hormonothérapie. Donc c'est les deux exemples dans lesquels l'hormonothérapie est le traitement le plus efficace dans le cadre du cancer de la prostate. Donc ce premier essai pour dire un ganglion, c'est probablement comme s'il n'y en avait pas. Donc un intérêt à traiter en plus. L'essai... Alors, il n'y a pas beaucoup d'essais dans cette catégorie dont on parle aujourd'hui, d'essais randomisés. Il y a l'essai de Messing. Cet essai, il est intéressant puisqu'il a randomisé dans cette situation, c'est-à-dire N+, après prostatectomie, des patients entre un traitement hormonal immédiat ou différé. On attend la progression de la maladie pour traiter. Et regardez la progression, la survie sans progression. En fait, on regardait toutes les survies dessus et cet essai est très positif, c'est-à-dire qu'il y a un gain même en survie globale. Un gain majeur, vous voyez, les courbes sont très séparées. Dans cet essai-là, eh bien, les patients qui avaient eu l'hormonothérapie immédiate avaient une survie de 72%, on est à 10 ans, versus 50% sans hormonothérapie immédiate. Donc on se dit, voilà, il faut le faire tout de suite. De toute évidence, il y a un intérêt. Alors cet essai, il est intéressant parce que c'est un essai randomisé, mais il a plusieurs biais. Ce sont des biais majeurs. Et ce qui est toujours important, c'est de regarder dans quelle population ça a été réalisé. Et en fait, la population dans laquelle cet essai a été fait, d'abord, c'est une population qui est en manque de puissance, puisque seulement 98 patients ont été inclus, alors que vous avez prévu 240. Donc on manque théoriquement de puissance, mais en pratique, on voit que les résultats sont nets, donc la puissance était là. En revanche, c'est une population qui est principalement des cancers localement avancés, avec des glisones de plus de 7, c'est-à-dire très agressifs, 8, 9, 10, des T3B, qui sont la forme T la plus agressive, et ça, c'est 2/3 de la cohorte. Donc vous voyez, des cancers vraiment avancés. Dans 20% des cas, après traitement, le PSA n'était pas indosable. Ce qui suggère soit qu'il reste des ganglions positifs, soit qu'il y a une maladie micrométastatique qui n'a pas été identifiée. Donc on est dans du N++, c'est-à-dire assez important. Et surtout, le plus important, c'est que l'hormonothérapie n'a pas été démarrée à la récidive biologique, mais il a été démarré à la progression clinique métastatique.
donc très tardivement. Vous voyez, donc il y a quand même une perte de chance pour ceux qui ont eu l'hormonothérapie différée. Alors sur cette base-là, on se dit, mais c'est pas pour tout le monde, c'est vrai pour ces patients-là, mais est-ce que si on démarre le traitement hormonal, on attend à ce que juste la récidive biologique soit là, est-ce que c'est pas aussi bien? Donc ça, c'est pas un essai randomisé, c'est une étude rétrospective, mais une grosse étude, c'est l'analyse des bases de données américaines, la SEER Database ou le Medicare, et 730 patients N+, et ils ont comparé ceux qui avaient reçu un traitement hormonal immédiat versus différé, et vous voyez les courbes, elles sont globalement superposées. Alors c'est rétrospectif, on ne sait pas pourquoi on donne dans l'un ou dans l'autre, donc c'est toujours la limite de cette étude, mais globalement cette étude nous dit que ça paraît raisonnable de retarder l'hormonothérapie lorsque le PSA augmente, tout simplement. Alors troisième aspect, la radiothérapie. Donc on peut se dire, il y a un curage certes, le curage, même si on essaie de le faire étendu, c'est difficile de récupérer toutes les aires ganglionnaires. Il y a aussi les récidives locales. Donc, est-ce qu'une radiothérapie ne pourrait pas avoir un intérêt? Alors là, de nouveau, une étude rétrospective avec un curage de bonne qualité, puisque vous voyez, il y a 15 ganglions. Donc ça veut dire critère qualité. Et donc, 129 patients ont eu hormonothérapie et radiothérapie, et 121 patients seulement l'hormonothérapie. Ce n'est pas des groupes appareillés, donc il y a des différences. Et ce qu'on voit ici, c'est que si vous regardez dans l'encadré bleu, j'espère que vous arrivez à lire, ici, l'odd ratio, c'est 0,66, c'est-à-dire qu'il y a 34% de réduction du risque d'essai spécifique en cas d'utilisation de la radiothérapie. Donc ça, c'est une étude qui est en faveur de l'utilisation de la radiothérapie. Ça, c'est donc les courbes que vous voyez de survie, ici, dans l'étude de Briganti, notre étude, où là, on a un appareillement, donc les groupes sont plus comparables, et on a 117 patients qui ont eu la radiothérapie versus 247 qui ont eu seulement l'hormonothérapie, et on voit que dans un cas comme dans l'autre, on a... Non, il n'est pas assez puissant. Ah si, on arrive à voir. Donc on voit que les courbes se séparent, et que il y a un intérêt, avec moins de 2 ganglions envahis, à faire une radiothérapie adjuvante, et même avec plus de 2 ganglions, on voit que les courbes se séparent, mais plus tardivement. Donc dans cette étude-là, pareil, la radiothérapie a un bénéfice dans les différentes survies. Alors, Abdallah est allé plus loin pour essayer de voir est-ce que c'est vrai pour tous les patients. Et donc ce qu'il a montré, c'est qu'en stratifiant entre le nombre de ganglions envahis, le score de Gleason, on voit qu'en fait, ce n'est pas tous les patients qui bénéficient, c'est seulement ces 2 catégories-là, c'est-à-dire Gleason à 7 ou plus, et puis marche positive. Donc là, il y a un intérêt, et il y a également un intérêt avec 3 ou 4 ganglions positifs. Par contre, quand il y a plus de 4, il n'y a pas d'intérêt, c'est déjà une maladie métastatique avancée, on va dire, et en dessous, ça n'a pas d'intérêt non plus. Parce que la maladie présente de bons pronostics et on n'arrive pas à montrer de différence. Donc c'est surtout quand il y a 1 à 4 ganglions envahis, et quand il n'y en a qu'un ou 2, c'est s'il y a une marge. Donc il y a un intérêt au contrôle local. Donc sur ces données-là, il y a un rationnel à faire de la radiothérapie en adjuvant. Et enfin, chimiothérapie, nouvelles hormonothérapies, c'est très pauvre, mais globalement, il n'y a pas de bénéfice de 4 cures de taxotere dans cette catégorie-là. C'est un peu trop tôt. On sait que les maladies métastatiques plus avancées, on a un intérêt à le faire sur une maladie hormonosensible, mais pas dans ce cas-là. Donc, globalement, on retient quoi? On retient qu'il faut faire un curage étendu quand il y a une indication au curage. Donc ça, c'est un premier point. On retient qu'il faut offrir une hormonothérapie en adjuvant, et que chez les patients qui n'ont pas trop de ganglions envahis avec un PSA qui s'est négativé, on peut attendre l'augmentation du PSA pour démarrer le traitement hormonal. On gagne en qualité de vie. La prostatectomie, alors juste un élément dont je ne vous ai pas parlé, historiquement on faisait prostatectomie, curage, extempo, si c'était positif on arrêtait la prostatectomie, ça on sait aujourd'hui de façon très claire qu'il ne faut pas le faire, il ne faut pas faire d'extemporané. Ceux qui ont une prostatectomie, même si c'est N+, il y a un bénéfice à faire la chirurgie. Donc on fait la chirurgie s'il n'y a pas
quel que soit le statut ganglionnaire lors de la chirurgie. Voilà, ça c'est première catégorie, on est en RCP après la chirurgie. Deuxième catégorie, c'est les patients qui sont a priori en envahissement ganglionnaire sur les données d'imagerie. Donc là c'est beaucoup plus difficile d'avoir des données précises, on n'a que des études rétrospectives. Il y a celle-ci qui est intéressante, hein, Rusthoven, qui montre que globalement, vous voyez la courbe de gauche, ici vous avez 4 courbes. Alors, vous arrivez à voir, voilà, 4 courbes. Donc, ça, ici, c'est radical prostatectomy, donc chirurgie, plus radiothérapie. Ici, c'est prostatectomie seule, ici, c'est radiothérapie seule, et ici, c'est rien du tout. Pas de traitement local. Et donc, on voit que globalement, un traitement local fait mieux sur ces études rétrospectives que pas de traitement du tout. Ça, c'est le premier point. Vous avez un autre essai de Lin ici, enfin un essai, une analyse de base de données, où là, pareil, on voit que globalement, hormonothérapie seule, la courbe du bas, fait moins bien que hormonothérapie plus radiothérapie. Vous voyez, les courbes sont vraiment nettement séparées. Alors, toujours dans ces études rétrospectives, évidemment, le problème, même si là on a 50% de réduction du risque de décès, c'est important, le problème c'est que l'hormonothérapie, elle n'a pas été intégrée dedans de façon identique dans les deux groupes. On a vu que c'est un facteur important. Donc si ces études, elles dépendent des populations, et tant que c'est pas randomisé, c'est difficile d'avoir une certitude. Hein, là c'est pareil, on voit que ce soit N0 ou N+, hein, c'est les courbes de gauche et de droite, eh bien la radiothérapie apporte un bénéfice. Et là, toujours pareil, l'hormonothérapie vient jouer les troubles faits, entre guillemets, parce que ça perturbe les données. Alors, on retiendra quand même que globalement, la radiothérapie seule, vous voyez, à 9 ans, 4%, c'est pas beaucoup. Ça marche mieux avec une hormonothérapie, qu'on est sur du long terme, mais que la chirurgie aussi a des résultats intéressants dans ce groupe-là, avec, en particulier à 20 ans, hein, donc ça c'est très loin, mais à 20 ans, on voit une différence entre ceux qui ont une prostatectomie N+, versus ceux qui ont une prostatectomie N0, cliniquement, hein, et PN+, au curage. Donc il y a une différence vraiment au bout de 20 ans, ce qui suggère que la chirurgie pour un cancer CN+, a de l'intérêt aussi. Dernier point sur cet aspect-là, c'est la place de la surveillance de ces patients-là. On va parler des patients plus âgés, pour lesquels le traitement local ne va pas être indiqué. Donc, on sait qu'on peut le faire, c'est-à-dire qu'on peut retarder le moment où on va démarrer le traitement hormonal dans ce groupe-là. Donc, c'est globalement des patients qui ont des maladies peu agressives, c'est-à-dire des PSA moins de 50, qui ont un temps de doublement du PSA de plus d'1 an. Donc, globalement, à qui on propose un traitement local? Eh bien, c'est une discussion parce que, comme vous avez vu, ce n'est pas des études de fort niveau de preuve, donc il faut prendre en compte beaucoup de choses, mais globalement, c'est un peu comme la chirurgie ou la radiothérapie pour les localiser, c'est des patients plutôt jeunes, avec une longue espérance de vie, qui sont en bon état général, et dans lesquels on va proposer un traitement multimodal, c'est-à-dire au moins 2 modalités, chirurgie ou radiothérapie et le traitement hormonal, avec toutes les combinaisons théoriquement possibles, mais pas étudiées. Je vous remercie. Je crois que vous m'entendez sans... Oui, oui, on entend bien. Je vous remercie, monsieur le collègue, de cette exposé clair et pédagogique. Certainement, il va susciter quelques questions. Alors, on se donne 5 minutes de questions. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, en attendant de réfléchir, je voudrais juste vous apporter une information concernant le PET scan. Alors, il y a, vous savez, PET scan, choline, PSMA. Et il y a 2 qui ont investi dans ce domaine. Il y a le réacteur à Aynatik et il y a un réacteur à Bouskoura. Donc je crois que ceux de Bouskoura, ils sont plus intelligents, ils sont proches de Casablanca, donc ils ont bien compris le système, parce que l'avenir, je pense, c'est le PSMA. L'avenir, c'est le PSMA. C'est pour cette raison que Aynatik, c'est à côté, parce que généralement, il faut que le réacteur soit prêt
de l'endroit où on va utiliser l'élément radioactif. C'est pourquoi on a actuellement à Rabat 2 PET scans à la connue. Ça, c'est la remarque précisante que je voudrais vous rapporter. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans ça? Je commence là. Juste un commentaire sur le PSMA. C'est très sensible. Donc, on découvre des métastases qu'on ne voyait pas avant. Et en fait, ça va complètement chambouler ce qu'on sait, puisque ce qu'on sait aujourd'hui, c'est sur des données de scintigraphie osseuse, c'est-à-dire des catégories qui ne vont pas être les mêmes. C'est-à-dire que M+ en PSMA, ça ne sera pas la même chose que M+ sur une scintigraphie, par exemple. Et la difficulté va être maintenant qu'on va découvrir. Aujourd'hui, on traite des M+, en réalité, qui ne sont pas visibles, qui sont les récidives qu'on voit chez nos patients. C'est des patients qui sont métastatiques, c'est juste qu'on ne sait pas les voir. Aujourd'hui, on va en voir une partie. Et donc, la question de la place du traitement local pour des cancers micro-métastatiques va se poser de plus en plus. Elle est un peu à la mode, d'ailleurs. On a quelques études qui montrent que ça pourrait avoir un intérêt dans les patients avec des maladies oligométastatiques. Mais là, on va en avoir de plus en plus de l'oligométastatique avec le PSMA. Donc, on va être obligé de réfléchir un peu différemment. Ça va un peu compliquer les choses. Mais il va y avoir plein d'études à faire, c'est ça ce qui est bien. Et peut-être ça va nous éviter les traitements systématiques après les PN+, faire un PET au PSMA, ça nous évite de donner un traitement, peut-être un surtraitement, si on découvre qu'il n'y a pas de métastase ni ganglion ailleurs, ni c'est métastatique, bon, vous savez qu'on peut pas enlever la métastase, donc globalement on peut pas la détruire. Sauf que on a quelques éléments aussi d'études qui montrent que le site local, derrière la prostate, le cancer de prostate, a plusieurs vagues métastatiques, et que il y a une étude qui montre que en fait il y a une première vague métastatique, et que si on traite localement, on empêche l'apparition d'une deuxième génération de métastases. Et donc c'est l'idée de se dire, il faut contrôler la tumeur primitive puisqu'elle est plus avancée et qu'elle envoie des métastases. Alors que la métastase elle-même a moins de risque d'envoyer des métastases. Vous voyez un peu le concept. Ça c'est le concept. Maintenant, dans les faits, c'est pas tout à fait comme ça. Mais vous voyez, l'idée elle est là. Donc peut-être qu'il y aura même une place pour le traitement local, dans certains cas, de maladies micrométastatiques. Donc la place à trouver, ça va pas être simple. Merci M. Larrey pour cette présentation pertinente. En fait, c'est une précision plus qu'une question. C'est surtout la communication médecin-patient, très importante. Avant de commencer n'importe quel traitement, surtout quand on a visité le traitement médical. Et donc là, après intervention, on est ouvert sur toutes les modalités, tous les moyens thérapeutiques qu'on peut proposer aux patients. Et là, la décision du patient occupe également une place très importante et il participe dans le choix du traitement. Parfois, si le médecin, par exemple, propose une radiothérapie ou une hormonothérapie, si le patient, c'est-à-dire choisit de rester en surveillance, là, ce qu'on a le droit de respecter son choix ou de conseiller. Alors, ça c'est une très bonne question parce que là on a parlé d'une forme très particulière, ils sont ganglionnaires. Globalement, il y a 2 essais randomisés qui ont comparé la prostatectomie radicale à watchful waiting, c'est-à-dire pas de traitement. Rentrez chez vous, quand ça ira pas, vous reviendrez. Et quand même, voilà, on tire au sort. Vous irez là, et puis c'est pas que des faibles risques, c'est tous les d'amicaux. Donc ces essais-là ont tous montré que après 65 ans, il n'y a pas de gain mesurable en survie, pas de gain significatif en survie globale. C'est-à-dire que les patients vivent globalement aussi longtemps. Alors c'est pas tout à fait vrai, on est à peut-être 3% de différence, mais ça relativise beaucoup l'intérêt de la chirurgie, et en tout cas la possibilité de respecter le choix de patients, en particulier on pense à la sexualité, ça peut être un des éléments principaux, chez des patients qui ont plus de 65 ans, qui veulent respecter leur sexualité, qui ont des formes
peu agressive, c'est pas choquant. C'est pas choquant en fait. Et on a un rôle d'explication, mais je pense qu'il faut aussi accepter le fait que ce soit une option qui n'est pas du tout déraisonnable. Donc, et pareil pour la surveillance active. Hein. Probablement la surveillance active avec le PSA, ça se développe ici aussi. La surveillance active, quand on sait ces données-là, avec des patients qui ont plus de 70 ans, aujourd'hui, on a une approche très peu agressive hein, pour eux parce que derrière, les effets secondaires du traitement, ils sont là, hein, quelle que soit la modalité, la chirurgie ou la radiothérapie. Il y a juste une petite précision parce que en pratique, on a deux scénarios qui se posent généralement et vous avez très bien fait de le savoir. Il y a les N+ non prévisibles qu'on découvre au curage embryonnaire quand on fait un prostatectomie radicale, auquel cas ça rejoint un tout petit peu les patients qui sont marge positive et puis vous l'avez bien dit que 30% sont guéris par le curage. Ça veut dire que ce curage est curateur dans le cancer de la prostate. Et puis il y a le deuxième scénario, c'est que quand on a des ganglions positifs en préclinique. En préclinique, l'attitude est autre. L'attitude est autre parce que c'est un traitement multimodal, c'est programmé. On va faire la prostatectomie radicale et on avise le patient comme quoi on va avoir une radiothérapie ou une hormonothérapie par la suite. Alors moi, le plus important, c'est quand on a un curage positif post-prostatectomie radicale, qu'est-ce qu'on perd à attendre? Parce que vous avez dit qu'il faut une hormonothérapie immédiate. On sait qu'il y a un seuil de 0,5. Il y a même certains qui descendent à 0,1 à ne pas dépasser avant de faire la radiothérapie. Est-ce qu'on ne peut pas attendre et espérer que ce patient soit dans les 30% qui vont être guéris par le curage, surtout que s'il y a un score de Briganti inférieur à 5%? En fait, je pense que c'est vrai après toutes les prostatectomies radicales, à partir du moment où il y a une élévation du PSA, il y a deux hypothèses. La première, c'est qu'il soit resté du tissu prostatique, soit une marge avérée, soit du tissu prostatique sain. Les anapathes, ils le mentionnent rarement. Mais quand vous passez dans la prostate et qu'elle est saine, il n'y a pas de marge. Mais il y a de la prostate qui reste dans le lit prostatique. Et ce petit bout de prostate, même tout petit, avec le temps, il peut se développer un peu et produire un peu de PSA. C'est pour ça que le seuil classique de 0,2 nanogrammes par millilitre après prostatectomie comme seuil déclaré de récidive biologique, ça montre bien que c'est pas 0 le seuil, c'est 0,2. Et ça a été choisi parce que en fait, il y en a toujours à 0,2 qui sont pas récidives biologiques, qui sont en récidive, ils sont en récidive biologique non cancéreuse. Donc ce seuil-là, il est arbitraire, on va dire. Alors dans le cas de la maladie N+, on a plus de probabilité qu'une élévation du PSA soit liée à une métastase. Donc ça aurait du sens de traiter dès l'augmentation du PSA. Mais après, il y a un autre élément qui est extrêmement puissant après prostatectomie radicale, c'est un des avantages, je trouve, de ce traitement-là, c'est qu'on a neutralisé tout le PSA parasite de la prostate. Et que tout mouvement du PSA est généralement lié à l'évolution de la maladie. Donc, dans ce cadre-là, la rapidité d'augmentation du PSA est un bon reflet de la vitesse à laquelle la tumeur progresse. Donc, quand le temps de doublement de PSA, j'utilise beaucoup, je trouve très pratique. Regardez en combien de temps il faut au PSA pour doubler s'il continue à croître à la même vitesse. Et globalement, quand cette durée-là, elle est au-delà d'1 an, il n'y a pas d'urgence à traiter. Moi, que ce soit pour le métastatique, le non métastatique, le pronostic est très bon. En revanche, quand le taux est accéléré, moins de 6 mois ou même 3 mois, là, il faut traiter tout de suite, ça devient urgent. Donc, je ferai un peu le parallélisme, puisqu'on n'a pas de moyen de répondre à ça aujourd'hui, mais je pense qu'un patient qui fait une récidive biologique précoce après prostatectomie et curage gangliaire positif, c'est très probablement une progression métastatique. En revanche, un PSA qui va s'élever 2 ans après, là, c'est plus en faveur d'une récidive locale, et j'attendrai un peu plus avant de démarrer. Ouais. Alors, il y a juste un commentaire qui est important à faire vis-à-vis des recommandations. Donc là, je vous ai montré les études. Vous avez vu qu'elles sont de faible puissance pour le CN+. Dans les recommandations, le CN+, si on prend les recommandations européennes, c'est de proposer un traitement d'une radiothérapie. Ils ne sont pas exprimés sur la chirurgie, parce que les données ne sont pas assez suffisantes. Alors, sur ce qu'on voit, ça paraît raisonnable, en particulier si on rajoute l'hormonothérapie, mais là encore, il faut garder à l'esprit qu'on a des données assez pauvres et que
le contexte général, l'âge du patient, tout ça sont des éléments très importants à prendre en compte. Très bien. C'est bon. Merci, M. Larrey. Merci à vous.